des repas avec campagne. Je suis content de vous accueillir ici, même si c'est la plus petite mairie de la Casa. Avec de moins d'habitants. Combien? De 72 habitants, mais 4000 hectares, c'est quand même pas. Elle va jusqu'aux pistes de ski de Gréolière. Il y a même un chalet dans les pistes de ski qui est sur la commune de Roquette-Tironnat. Le gros problème, on n'a pas, personnellement, on n'a pas grand-chose comme travail. Donc la plupart, ce sont des jeunes qui vont travailler souvent dans la zone industrielle de Chapelle. Voilà. Bon, moi, à ce moment, je suis en train de forcer beaucoup pour essayer de faire installer un paysan qui ferait l'élevage de chèvres. Puisqu'on a beaucoup de surface qui sert à rien. Et en même temps, ça permettait au moins de nettoyer les bois. Voilà. Je pense que Chaval, sur ce point de vue, il partage un peu mon point de vue. Voilà. Maintenant, je suis content de te recevoir. Comme d'habitude, je le tutoie, puisque j'ai toujours tutoyé depuis très longtemps. Voilà. Merci Jo pour Valette, qui est donc le maire de Roquette-Tironnat, qui, dès le début de ma candidature dans cette deuxième circonscription, a été un des maires qui m'a apporté son aide, son soutien, et je veux l'en remercier. Ils sont nombreux dans la vallée de l'Estéron, ils sont nombreux dans la vallée, dans le canton de Courteboul, et ce qui fait un peu exception à Roquette-Tironnat, c'est qu'il a un pied, il avait un pied dans chaque canton, puisqu'il appartenait à la communauté de communes de l'Estéron, la CTVE, qui se voit malheureusement recomposée de façon avec certains tiraillements. Une partie de la CTVE part vers le bas, une partie du haut bascule vers plus éteigné. Et de mon point de vue, le bonheur de Roquette-Tironnat, c'est de rejoindre aujourd'hui la Casa. Mais depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, et ce qui est pour vous, je vous le dis, moi je le vois comme cela, une grande chance, parce que vous rejoignez un territoire qui a une richesse, vous rejoignez un territoire qui a une dynamique, et qui va forcément vous tirer et vous amener vers une espérance. Mais ça, on ne refait pas l'histoire ni la position géographique de sa commune. Hein, il y a des choix qui, à un moment donné, s'imposent par la localisation même de son territoire et de sa commune. Donc, Roquette-Tironnat, qui nous accueille aujourd'hui, et Jo Valette, je veux les en remercier. Et on a changé de nom, je le signale. Oui, c'est plus Roquette-Tironnat. On va bientôt changer de nom, ça s'appellera la Roquette-Estéron, parce que ça fait trop de problèmes entre les deux Roquette-Tironnat. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire, comme ça fait une information supplémentaire. Et je veux à cet instant dire que je suis très heureux d'être accompagné par Daniel Juliana pour vous rendre visite, pour te rendre visite, qui est élue à Grasse, conseillère régionale, et qui a accepté de nous suivre dans cette expérience de recomposition d'une nouvelle circonscription qui prend un bout de la 5e, un bout de la 6e, un bout de la 2e. Donc on recompose une nouvelle circonscription avec un territoire qui n'avait pas l'habitude forcément de travailler ensemble et sur lequel on va, je pense, trouver des initiatives heureuses et variées, même si, comme toi, tu appartiens à la Casa, une autre partie du territoire, un Carrosse, demain, Gillette, Bonson, Vence, la Gaude, Saint-Jeannet appartiennent à la métropole niçoise, la communauté de communes grassoises également représente un pôle important, la Siagne est en construction, donc il y a des communes qui vont rester indépendantes, il y a des communes qui vont se retrouver dans des grands centres, donc ça va être intéressant que de travailler sur ce territoire. Puis il y a des communes qui resteront, parce que c'est leur souhait, parce que c'est leur volonté, dans de la ruralité profonde. C'est le cas de Puget-Aigné, c'est le cas de Guillaume.
je me suis moi-même sur l'intercommunalité incliné par rapport à la décision de mes maires qui ont considéré qu'ils préféraient rester avec Puget-Théniers, avec Villars-sur-Val. C'est un choix. Bon, là aussi, on est très éloigné. Je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, si le succès que je pense la métropole va avoir, nous aurons à retrouver une recomposition, mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, nous sommes en élection législative, nous sommes en période où la campagne bat son plein, avec une élection présidentielle que le camp que je défends a perdu, avec une élection présidentielle qui fait que je veux m'impliquer pour défendre certaines idées que sont les miennes. Il y a des idées fortes que je ne vais pas déployer ici, on n'est pas assez nombreux, on se connaît tous, vous connaissez mes idées, mais en gros, c'est de dire l'emploi doit être défendu, et je pense que l'emploi pour être défendu, ça passe par l'allègement des charges patronales, des charges salariales, pour que le coût du travail soit moins important, pour que le prix unitaire et le prix de production nous rendent concurrentiels par rapport au reste des pays européens et au reste du monde. Aujourd'hui, nous produisons en France trop cher. Le coût social en est la cause. Je pense que le coût social doit être maintenu, doit être diminué. On doit maintenir la solidarité, et on doit mieux contrôler les indemnités que nous donnons. Les indemnités que nous donnons ne doivent pas se transformer en indemnités qui soient de l'assistanat longue durée. Les gens qui sont dans le besoin sont des gens qui méritent qu'on les aide. Ils ont une difficulté dans leur vie. Momentanément, ils n'ont plus de travail. Momentanément, ils ont un membre de leur famille qui est gravement malade et ils sont obligés de quitter leur job. Il y a de multiples raisons qui font qu'on peut se trouver dans la difficulté. La société française est là pour les aider, mais il ne faut pas que par cette aide, certains individus s'amusent à tricher. Il y en a eu dans le passé. Le contrôle du RSA que nous avons exercé avec le Conseil général a prouvé qu'il y avait eu de nombreuses fraudes et qu'il y avait des gens qui continuent à percevoir le RSA de façon anormale. Il y a à nouveau une action qui va être lancée par le président du Conseil général pour mieux contrôler ce revenu de solidarité. Et puis, je pense qu'une fois que le contrôle est assuré correctement, eh bien, on va voir cette charge diminuer. Il n'en reste pas moins vrai que je pense qu'elle ne doit pas continuer à pénaliser le coût du travail. On doit prélever cette somme sur l'ensemble de la fiscalité. L'ensemble de la fiscalité, où il y a certains acquis que nous avons pu obtenir ces dernières années, comme l'allègement sur les droits d'héritage. Je ne souhaite pas que l'on y revienne. Le nouveau président de la République vient d'annoncer qu'il souhaitait revoir les droits d'héritage. Sincèrement, ça a permis à de nombreuses familles de pouvoir mieux transmettre leur entreprise, de transmettre un patrimoine familial qui leur appartenait. L'allègement de l'ISF, là aussi, je suis ces gens qui considèrent que l'impôt sur la fortune, aujourd'hui qui ne rapporte pas assez, arrive à juste payer le coût de la collecte de cet impôt. Il ne sert à rien, si, à faire fuir les fortunes vers les autres pays. Donc, qu'on le recompose, qu'on en discute, oui, mais qu'on le remette en avant en annulant l'allègement de l'ISF tel qu'il a été conclu et qui a permis, je le rappelle, parce que l'allègement n'a pas été fait pour sauver les grandes fortunes, mais pour permettre, notamment dans notre région, à des gens qui percevaient en héritage des terrains familiaux dont l'évaluation foncière était forcément élevée, parce que c'était des terrains qui pouvaient être bien placés, qui étaient évalués, et ces gens-là
n'avaient même pas capacité aujourd'hui à pouvoir payer l'impôt sur la fortune parce qu'ils les ont détenus par transmission et par héritage. C'est pas normal qu'on pénalise ce genre de situation. C'est pour cette raison que le législateur avait allégé, à la demande du président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, et du gouvernement d'alors, avait allégé l'ISF. C'est pas pour faire échapper à l'impôt sur les grandes fortunes un certain droit de paiement qui fait que de toute façon ces grandes fortunes, entre nous, ont tous les moyens en homme, en réflexion et en analyse pour préserver leur fortune et faire en sorte que ces grandes fortunes échappent dans tous les cas de figure à l'impôt sur la fortune. Donc, ce sont des acquis qui, à mon sens, ne doivent pas être remis en cause. D'autres actions, c'est l'emploi. L'emploi doit être maintenu et favorisé, mais pas forcément dans une pléthore de fonctionnaires. Pour moi, il y a des fonctionnaires qui sont sur le terrain et qui sont de bons fonctionnaires. Je le disais ici en arrivant au directeur de l'école de Roquestéron, qui fait des projets formidables, notamment avec son projet EWARE sur le financement européen, en obtenant ainsi dans le programme Comenius des choses intéressantes qui nous met les enfants de Roquestéron en relation avec l'Italie, avec l'Angleterre, avec la Pologne, l'Espagne. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a l'exemple de fonctionnaires qui sont sur le terrain, qui s'impliquent et qui vivent pleinement leur métier, leur profession. Et puis, à côté de ça, il y a, de mon point de vue personnel, et je ne les vise pas, je ne les désigne pas, parce qu'il y en a un peu partout, dans toutes les administrations, des fonctionnaires qui nourrissent l'administration et qui autoprotègent une administration qui ne produit que du papier. Pour moi, ceux-là, ils sont petit à petit éliminés. Hein? On a besoin d'avoir du service public en France. On a besoin de protéger ce service public. Mais de produire du papier pour mettre dans des cartons, dans des boîtes, qui finissent dans des cartons et qui finissent aux archives, cela, ça ne sert à rien. Pour avoir une administration qui complique la vie des citoyens en permanence, et on le voit à tous les niveaux, des maires, que ce soit des entreprises. Quand un maire fait un appel à candidature pour faire des travaux, quels sont les petits artisans, quels sont les petits entrepreneurs qui sont en capacité de répondre? Mais il n'y en a pas un. Les plombiers, les artisans maçons, les menuisiers que j'ai sur mon territoire sont incapables de remplir un dossier d'appel à candidature. Donc on a besoin là-dessus d'alléger toutes ces procédures, de les rendre moins compliquées, et je suis persuadé que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant et qui consistaient à ne pas remplacer, parce qu'il ne faut pas le faire avec brutalité. Je ne suis pas partisan des actions brutales, je préfère les actions en profondeur et en douceur. Hein, on a eu une dérive ces 30 dernières années qui nous ont conduit à avoir un déficit budgétaire de la France pendant 30 ans de façon ininterrompue. Ce déficit aujourd'hui est montré du doigt par tout le monde. On a failli voter la règle d'or. L'Allemagne remet ça sur le tapis, bien que le nouveau président de la République ait un avis contraire et qu'il veuille réviser les ratifications européennes qui ont été faites ces dernières années. Bon, j'ai entendu aux dernières nouvelles que rien ne bougerait, sauf qu'il rajouterait peut-être un addendum sur la croissance. Et que derrière, il y aurait, sur le plan de la maîtrise de ce budget, l'obligation pour la France, que le président de la République le veuille ou ne le veuille pas, de maîtriser le déficit public. Pour moi, c'est une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi l'État pourrait en permanence être en déficit, pourquoi les collectivités régionales, départementales, municipales n'auraient pas le droit de voter un budget en déficit, pourquoi les entreprises qui se retrouvent en difficulté financière sont obligées de déposer le bilan, pourquoi l'individu qui se trouve en déficit et en rouge à la banque peut même se retrouver en difficulté devant les tribunaux,
Et l'État aurait le droit, de façon permanente et continue, d'être en déficit pour relancer une politique. Non. Qui est une politique, à un moment donné, pour relancer des grands travaux, oui. Qui est une politique de déficit public en disant, allez, on met le paquet parce qu'on fait un plan de relance, qui a bien marché d'ailleurs, un plan de relance qui a bien marché en Allemagne ces dernières années. Un plan de relance qui, chez nous a permis en 2008-2009, grâce au jeu des collectivités d'ailleurs qui ont réinjecté de l'argent dans l'économie, de relancer la machine au moment où nous étions tombés et de limiter ainsi la difficulté économique dans laquelle nous étions. Je suis entièrement d'accord, mais ça c'est sur 1 an, 2 ans. Après il faut arriver à redresser les comptes de la nation et à dire on arrête de taper dans le capital, parce que pour finir, la souveraineté nationale que la France peut avoir aujourd'hui, elle va se retrouver éliminée, alors que nous sommes encore la 5e puissance du monde. Eh bien on n'aura plus le droit à la parole si nous continuons à nous dégrader de cette manière-là. On voit l'exemple de la Grèce qui aujourd'hui a vraiment besoin d'être aidée parce qu'elle est en train de poser un problème même à l'existence de l'Europe, et je crois que ce sont des choses qu'il faut pouvoir contrôler, et l'action du gouvernement aujourd'hui peut être contrôlée par les parlementaires. Je veux être de ces parlementaires qui contrôlent cette action du gouvernement et qui votent dans ce sens-là, tout comme je veux être le parlementaire qui, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice, poursuivre et suivre une justice qui soit améliorée dans son fonctionnement, une justice dont les tribunaux n'ont pas des tonnes et des tonnes de dossiers qui s'empilent les uns les autres. Et je suis convaincu que nous avons beaucoup de travail. Alors je suis heureux, et je vais m'arrêter là, parce que sur les sujets nationaux, on pourrait en trouver, et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Le débat, il pourrait durer pendant des heures et des heures. Mais j'ai un autre volet sur le rôle du parlementaire, du député, de sa députée suppléante. Et je suis heureux aujourd'hui que Daniel Tubiana m'accompagne dans ce périple, parce qu'elle a une expérience de terrain. Elle connaît bien le fonctionnement de la ville. Alors c'est vrai que le fonctionnement urbain la concerne un peu moins, quoique elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup bossé sur l'aspect du télétravail, de la télémédecine. Elle s'occupe beaucoup du social, de la médecine en zone rurale. Au niveau du conseil régional, elle est aussi celle qui nous défend à la région, qui défend l'ensemble de nos dossiers et peut nous aider, y compris à la restauration des tableaux. Il faudra peut-être un peu la solliciter là-dessus. Et puis, de dire que le rôle du député et de sa députée suppléante sont des rôles aussi de proximité. Moi, quand je viens dans un village, j'ai envie d'aider le maire, d'aider sa population, j'ai envie de trouver des solutions aux problèmes locaux, aux problèmes directs, et ça fait partie aussi du rôle du parlementaire, qui amène une certaine philosophie qui se retrouve sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je me suis retrouvé pendant 4 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il y avait un texte de loi, que ce soit la loi sur l'eau, que ce soit la loi de modernisation agricole, quel que soit le texte en application, à chaque fois, je me remettais dans la situation d'un contexte du village. Que pense mon ami Joseph Valette de ce problème? Qu'est-ce qu'il pense de son problème d'eau? Qu'est-ce qu'il pense de sa réhabilitation de telle ou telle chapelle? Qu'est-ce qu'il pense de telle ou telle configuration? Je crois que là, il y a aussi cette proximité avec la population qu'il faut avoir, parce que c'est à partir de cela qu'on construit, qu'on bâtit et qu'on aide nos villages à vivre et à continuer à prospérer. Je veux dire aussi que cette visite s'inscrit systématiquement dans ce que je fais et que peu de candidats feront. Je pense que nous serons 5 ou 6 à nous présenter sur la 2e circonscription. On le saura entre le 14 et le 18, puisque le début des dépôts de candidature c'est le lundi prochain, le 14, et la clôture c'est le 18. Sur les 5, 6 que nous serons, je ne pense pas que vous en verrez beaucoup qui viennent vous présenter leur civilité,
peut-être certains d'entre eux passeront, mais ils ne passeront pas tenir une réunion comme je peux le faire moi-même. De vous dire tout mon attachement à la montagne, à la ruralité et aux communes, c'est peu dire, parce que je suis profondément attaché à l'existence même des communes, du rôle du maire, de ses adjoints, de son conseil municipal. La première chose que Joseph Valette me dit quand je suis arrivé ici, certains me reprochent, donc peut-être son épouse, d'en faire trop, d'être en permanence à la mairie, d'être en permanence au travail, et de rajouter, mais je ne peux pas imaginer, une fois que j'ai pris la charge, de n'en faire pas assez. Eh bien, je crois que nous en sommes tous là, quand on est élu, c'est d'être à fond dans ce qu'on fait, de prendre cette charge, et à partir de ce moment-là, on a la responsabilité totale de l'implication de la commune, de son avenir et de ce que l'on peut faire. Deux mots, parce qu'on a notre ami Nagwani qui nous accompagne là aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça coule sous le sang. On a eu le président de la République, lorsqu'il était en fonction, il ne prendra plus à ne plus l'être, puisqu'à partir du 15, il ne l'est plus. Mais Nicolas Sarkozy avait dit toute sa reconnaissance aux harkis, et il y en a dans cette vallée de l'Estéron, il y a véritablement énormément de gens qui ont donné de leur vie pour la France. La reconnaissance de la France doit, de mon point de vue, leur être totale, et pour cela, soyez assurés que je serai avec vous dans cette démarche-là, avec tous les rapatriés, avec cette histoire qui a marqué la France et qui aujourd'hui ne conduit pas à une reconnaissance totale, et où on mélange trop souvent, d'ailleurs, cet aspect communautariste, de dire il y a des communautés, il y a des problèmes de religion. Je veux travailler là-dessus, et pour moi, il n'y a pas de communautarisme. Le communautarisme n'existe que si on le fait naître. Il y a des Français où il n'y a pas de Français. Le droit de vote aux étrangers, moi je le refuse. Je pense que quand on veut voter sur le territoire national, c'est qu'on est Français. Et quand on est Français, on a fait cette démarche. Les harkis se sont mobilisés et ont dit non seulement on veut être Français, mais on va se battre pour la France et on va verser notre sang pour la France. Donc il y a là une reconnaissance qu'il faut impérativement avoir. Le droit de vote aux étrangers, pour moi, il est simple. Celui qui est étranger, s'il veut se conformer à la loi française, on ne lui refuse pas d'être français. J'ai assisté à Grasse, je ne sais pas si tu étais là avec nous, Daniel, l'autre jour, quand on a remis les titres de naturalisation et de... ça a été une cérémonie émouvante. Le représentant du préfet a remis des diplômes à des gens qui venaient des quatre coins d'Europe, qui venaient des quatre coins d'Afrique du Nord, et qui, en définitive, avaient fait une démarche volontariste de devenir français, en adhérant totalement à la nation et aux principes culturels français, à la nation française, et qui faisait vraiment, qui avait une reconnaissance incroyable le jour où on leur remettait leur diplôme. C'était le témoignage que ces gens-là, pour moi, pouvaient avoir le droit de vote sans aucun souci, sans aucun problème. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je crois que quand les choses sont quand même en ordre, quand le respect de la loi est là, quand on ne défie pas la loi, quand on n'y fait pas un pied de nez, quand les choses ne sont pas outrancières, c'est de la tolérance, et la tolérance il faut l'avoir. Mais là où ça devient intolérable, c'est quand on voit certaines situations. Je ne veux pas trop en parler parce que ça fait le lit d'une certaine contestation et irritation qui va trop loin. Et sincèrement, le soir de l'élection du président de la République, de ne voir aucun drapeau français sur la place de la Bastille, c'était gênant.
d'y voir des drapeaux étrangers qui sont des pays amis. Moi, j'ai rien contre la Tunisie, au contraire. Hein, je vais quand je vais en Tunisie, mais n'y aurait-il pas dû y avoir, à côté de ces drapeaux-là, des drapeaux français? Oui. Et le seul drapeau que l'on voit, le seul drapeau français que l'on voit et qui est retransmis et qui aujourd'hui est diffusé, c'est un drapeau français brûlé, en feu. Bon, attendez, le soir de l'élection du président de la République, je trouve que l'esprit n'y est pas. Même si, comme je l'ai pu l'entendre de la part de certains qui défendent cette situation, c'est une situation de tolérance et ça prouve de la part du nouveau président de la République un consensus. Il y est peut-être pour rien, mais en attendant, ça c'est fait. Et pour moi, le consensus n'y est plus. Parce que les drapeaux étrangers soient là, contact, que les drapeaux français ne soient pas là, ça me gêne, et que le seul drapeau français qui y soit montré par les caméras, soit brûlé, ça, véritablement, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà. Ceci étant dit, bon, on est en pleine campagne, on peut se battre sur d'autres idées, sur d'autres valeurs, mais ce que je veux vous dire également, c'est que pour moi, au-delà des partis, au-delà des idées, il y a une chose qui est importante, c'est la valeur des hommes, c'est la valeur de l'homme, et sachez que sur cette élection-là, on peut faire le point du résultat des élections présidentielles, on peut faire tous les calculs que l'on veut. Moi, ce que je souhaite, avec Daniel, ce que nous souhaitons, c'est que, véritablement, on soit, parce que Daniel n'est pas tout à fait comme moi, elle fait partie du nouveau centre, elle a une étiquette beaucoup plus centriste que l'UMP, bien qu'au sein de l'UMP, vous ayez différents courants, et que je pense que le courant qui est défendu par Jean Leonetti, son nouveau président de l'intercommunalité, est tout à fait proche de ces idées-là, avec son courant humaniste, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à votre ancien député, qui est Lionel Lucas, qui lui défendait la droite populaire. Il y a là différents courants qui se complètent et qui font une force à l'UMP. Et bien, nous, avec Daniel, aujourd'hui, nous faisons une force où, au-delà de ces idées et de nos partis politiques, il y a ce que nous faisons sur le terrain et ce que nous revendiquons par rapport au travail même qui est fait sur cette circonscription. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats qui s'impliquent comme nous l'avons fait et qui se soient impliqués en amont, parce que ça fait maintenant 3 ans que nous travaillons ce territoire, 72 communes, 10 cantons, il y a de nombreux maires qui nous soutiennent, j'en fais partie, il y a de nombreux conseillers généraux qui nous soutiennent, 8 sur 10, il y en a un qui est communiste, qui est socialiste, pardon, il est normal qu'ils ne nous soutiennent pas, et il y en a une qui veut se présenter contre moi. Donc, normal qu'elle ne me soutienne pas. Mais à partir de ce moment-là, je pense que, véritablement, on a un soutien de terrain, et là aussi, il fait chaud au cœur que de voir et de rencontrer des gens qui nous disent « Ouh là là, l'élection présidentielle s'est mal passée, on va vous aider à faire en sorte que vous puissiez apporter à l'Assemblée nationale eh bien, cette espèce de, je ne dis pas de contre-pouvoir, parce que j'aime pas les choses qui s'opposent. D'équilibre. Et d'essayer de conduire avec une force positive pour corriger les axes qui seraient donnés et qui n'iraient pas dans le sens que l'on souhaite voir aller des choses, mais d'apporter une correction. Voilà. Merci en tout cas, Jo. Je vais rajouter quelque chose, c'est que la commune ici est toute petite. En tête, je suis devenu maire, je ne me suis pas douté de quelque chose, c'est que en tête, la vie va plus vite que ce qu'on peut faire. La vie va plus vite, il y a des tas de choses qu'on aimerait de faire dans la commune pour relancer de la commune, et on n'y arrive pas parce qu'on a pas l'argent, parce que ceci, parce que cela. Mais quand même, je compte sur lui pour m'aider. Et il sait parfaitement comment fonctionne la réserve parlementaire. Tout à fait. Non, on parlait tout à l'heure de ce tableau. C'est vrai que ce tableau, c'est un tableau qui a été dans une chapelle, qui est
très abîmé, c'était très joli. Il y en a un autre dans la chapelle de Pétroni qu'on est en train de faire restaurer avec le quartier général. Et celui-là, je pense qu'on arrivera peut-être l'an prochain, enfin on essaiera de trouver de l'argent pour voir le restaurant. Je suis très patrimoine. Par exemple, sur celle de Pétroni, vous avez une porte qui est en train de tomber, une ancienne porte, et je l'ai faite restaurer. Par exemple, vous avez là-dessous le cadastre Napoléon. D'après les géomètres qui l'ont vu, ils m'ont dit que c'est le plus beau de toutes les Alpes-Maritimes. Vas-y, attends, enlève tout ce qu'il y a dessus. Il date de C'est celui-là? Oui, 1810, non, je retente 30 secondes. Tu peux... Ah oui. Très très beau. Et toutes les feuilles sont belles. Je m'intéresse encore Et des mois. ça, cette reliure de 1836, donc. Non, il était tout. Il a été relié. C'est un bon travail, c'est un lieu de travail. On s'est établi, par exemple, il n'y a pas longtemps, pour une histoire de chemin. Quelqu'un qui voulait s'approprier le chemin, il vient sur le cadastre Napoléon, il dit le chemin. C'est froid. Ah, mais il a pas il a pas pu prendre. Ah ouais, c'est froid. Le domaine public était impressionnant. Et là, il y en a. Oui. Voilà. Et pour vous dire, bon, ce tableau, là, j'y étais aussi. Il y a, par exemple, là-haut, bon, vous ne connaissez pas, mais à Géolière, c'est-à-dire très loin, de Géolière, ça s'appelle la Gerbière, il y a une petite chapelle qui date, elle a été construite sur un site gaulois qui date certainement du 3e ou 4e siècle. Le malheur, c'est que cette chapelle appartient à quelqu'un. Alors je suis en train de trafiquer pour essayer de la lui acheter. À côté du... C'est les archives qui nous ont obligés de prendre ce nom. D'accord. La renquête. Voilà. Adieu, grâce. Elle est partie, d'accord.